Bonsoir Gilles Kepel. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans C'est pas tous les jours dimanche. Professeur des universités, spécialiste du monde arabe, vous publiez Le bouleversement du monde aux éditions Plomb, où vous décortiquez l'onde de choc suscitée par les massacres terroristes du 7 octobre. Je voudrais qu'on commence bien sûr par la situation au Liban. 48 heures après l'assassinat d'Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah, les frappes israéliennes continuent. On va essayer de prendre point par point les enjeux de ce conflit pour bien comprendre ce qui se joue. Mais d'abord, une question plus large, Gilles Kepel. Est-ce qu'on est à la veille d'une guerre régionale, d'une guerre totale causée par l'élimination d'Hassan Nasrallah? Tout le monde retient son souffle parce qu'on voit bien que derrière l'élimination de Nasrallah et l'affaiblissement très significatif des capacités militaires du Hezbollah, puisque Ouais. son assassinement est son élimination est un peu Ouais. l'aboutissement qui a suivi la liquidation d'un grand nombre de De membres de roquettes, l'état-major de militaire. missiles. Oui, et puis Ouais. des gens qui étaient avant ça, il y a eu les beepers Mhm. qui ont visé les lieutenants, les capitaines, qui n'ont pas pu aller au front Mhm. quand l'attaque s'est déclenchée. Donc il y a cette dimension-là, mais bien sûr, la question, c'est de savoir qu'est-ce que l'Iran est capable ou veut faire désormais, puisque c'est de la situation intérieure et de la capacité de projection de l'Iran que va dépendre l'augmentation de la belligérance ou au contraire le début de la négociation. Pour ceux qui nous regardent, vous évoquez l'Iran parce que l'Iran finance le Hezbollah, que l'Iran, au fond, est le tuteur idéologique de la milice chiite. Euh, Si vous parlez du régime des Mollahs, c'est que se pose la question de la possibilité d'une entrée en guerre, en conflit direct avec Israël de l'Iran? C'est leur problème. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement qu'ils protégeaient le Hezbollah, c'est que le Hezbollah aussi protégeait l'Iran. Ouais. Puisque le Hezbollah avait été créé, financé, armé par la République islamique Mhm. pour être sa première ligne de défense. Pourquoi? Si jamais les Américains avaient voulu attaquer les sites nucléaires Mhm. iraniens à Natanz, le Hezbollah était destiné à tirer préventivement sur Israël. Mhm. Avant les attaques, la razzia pogromiste du 7 octobre 2023, Israël, s'il y avait 10 morts, si vous voulez, c'était une catastrophe, il fallait réagir. Ouais. Or, le basculement qui s'est produit avec la violence, le Mhm. massacre, les 1200 morts du 7 octobre, ça a changé la donne en Mhm. Israël. Ça a désinhibé d'une Ouais. certaine manière Netanyahou. Et aujourd'hui, au fond, même les otages en grand nombre Ouais. qu'avait pris Hamas, pensant ainsi avoir un levier sur Israël, ça n'a plus de signification. Netanyahou a décidé d'une certaine manière de mettre les otages en second plan Mhm. pour se focaliser sur la victoire militaire. Et la destruction de l'appareil militaire Ouais. du chef du Hezbollah, un personnage extrêmement charismatique, qui va être très difficile à remplacer, il est là depuis 32 ans, Ouais. ça fait que l'Iran est aujourd'hui en première ligne. Ajoutez à ça que le régime syrien En n'est pas... sachant, Gilles Kepel, que jusque-là, les commentateurs les plus avisés expliquaient qu'au fond, l'Iran n'avait aucun intérêt stratégique à rentrer dans ce conflit Bien par sûr. crainte que sa volonté d'obtenir l'arme nucléaire soit empêchée. Là, vous croyez à la possibilité C'est-à-dire que d'une entrée directe dans le conflit du régime iranien? Non, c'est-à-dire que le Hezbollah servait à ça, Ouais, justement. de par avant. Servait Ouais. de mandataire, si vous Mhm. voulez, de proxy, comme on dit en mauvais français. Ouais. Or, aujourd'hui, le Hezbollah est très abîmé. Ce qui fait que l'Iran est en première ligne. Il faut bien voir, vous savez, que maintenant en rétrospective, le 7 octobre, autant qu'on le sache aujourd'hui, Sinwar a décidé tout seul. Yahya Sinwar, Sinwar, chef le du chef du Hamas dans la Hamas, bande de Gaza. voilà, un parti sunnite, Ouais. issu, qui est la branche palestinienne des frères musulmans au départ, qui, contrairement au Hezbollah chiite, qui prend ses ordres directement, qui ne bouge pas un doigt Ouais. sans qu'il y ait un Sans ordre de l'aval Téhéran, de voilà. l'Iran, ouais. Sinwar a vu l'opportunité de profiter que Mm. Netanyahou croyait qu'il n'attaquerait jamais, avait envoyé les troupes opérationnelles en Cisjordanie pour foncer. Ça a créé du reste un Mm. massacre que probablement il n'avait pas envisagé, que Sinwar n'avait pas imaginé. Mm. Apparemment, il ne savait pas qu'il y avait le Ouais. festival de danse, de Nova, de trance, musique trance, et le nombre de morts a été tel que ça a créé quelque Mm. chose, si vous voulez, un engrenage qui a entraîné le Hezbollah et l'Iran Mm. dans un processus qu'ils ne voulaient pas. Parce que eux, Ouais. ce que vous disiez à l'instant, étaient dans une logique d'attaque graduée Mais alors, contre Gilles Kepel, Israël. pour être très concret sur cette question d'une éventuelle guerre totale ou guerre régionale,
les scénarios dans les jours et dans les semaines qui viennent. C'est quoi? C'est que l'Iran décide de frapper Israël. Le vice-ministre des Affaires étrangères iranien dit que ce qui s'est passé à Beyrouth et l'assassinat d'Hassan Nasrallah va aboutir à la destruction de l'État d'Israël. Il faut s'attendre à des frappes iraniennes dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Ça fait depuis un moment, ils nous disent attention. C'est le vice-président iranien, pardon. Retenez-moi, sinon je fais un malheur. On a vu comment ils ont répliqué à la liquidation d'un des patrons des Pasdaran qui était en Syrie. Le 13 avril, il y a eu une frappe envoyée d'Iran sur Israël. Ils ont envoyé des missiles, toutes sortes de choses. Ça n'a pas fait grand-chose. Ils ont à peu près été tous interceptés par le dôme de fer ou des alliés d'Israël. Ça a fait un feu d'artifice qui n'a pas beaucoup impressionné. Après la mort de Haniyeh, qui est quelque chose de très bizarre, on en reparlera tout à l'heure. Un autre chef du Hamas. Qui était le président du bureau politique du Hamas. Ce qu'on appelle la branche politique du Hamas. Enfin, c'est pas vraiment ça, tout le monde était ensemble, mais c'était, disons, la figure, c'était celui qui était le négociateur en principe. Enfin, c'est si noir que dans les ordres, c'était la figure visible, qui a été tué dans un endroit ultra sécurisé, qui était en gros la maison d'hôte des Pasdaran. On ne peut pas imaginer que c'est simplement une femme de ménage à qui on avait donné une pièce qui est allée mettre la boîte de chocolat qui a explosé. Vous voyez. Donc tout ça fait que aujourd'hui, l'Iran se trouve dans une position assez complexe, avec en plus l'ancien président qui est mort dans un accident d'hélicoptère suspect. Disons, on peut dire que le temps était maussade, si je puis dire. Oui, voilà. Ce jeu de mots. C'est-à-dire que vous considérez, Gilles Kepel, que la mort d'Ebrahim Raïssi dans un accident d'hélicoptère n'est pas un accident? En tout cas, j'ai pas vu le smoking gun, comme on dit en mauvais français, mais c'était, en tout cas, ça venait au bon moment. Comme si, en Iran aujourd'hui, une partie de l'establishment des services secrets voulait préparer une transition. Parce que Raïssi, qui était un sanguinaire, un juge extrémiste, responsable qui avait fait exécuter des centaines de personnes et qui était le principal responsable de la répression très violente des femmes après l'assassinat dans un commissariat de Mahsa Amini, mal voilé, si vous voulez, poussait l'Iran vers une voie de plus en plus extrémiste, vers de plus en plus d'isolement. Et vous avez un certain nombre de gens en Iran aujourd'hui, un peu comme en Russie, en Union soviétique, avant la fin de l'URSS, qui se disent, attention, si on continue comme ça, tout va s'effondrer et peut-être vaut-il mieux faire attention et préparer la suite. Donc c'est pourquoi moi je ne suis pas convaincu à ce jour qu'il va y avoir des frappes iraniennes parce que je ne suis pas sûr qu'ils en aient la force et surtout qu'il y ait un consensus au sommet du pouvoir pour le faire. C'est l'analyse que je fais des 3 morts consécutives. Raïssi, Haniyeh et désormais Nasrallah, qui pose aussi énormément de questions. Et c'est intéressant, Gilles Kepel. Pour rester sur ce qui s'est passé et cette onde de choc, l'élimination d'Hassan Nasrallah, le patron du Hezbollah, je voudrais vous soumettre cette réflexion de Gérard Haro, ancien ambassadeur en Israël, aux États-Unis, aux Nations Unies, qui disait sur son compte X, les relations internationales, ce n'est pas la cour de récréation. Éliminer le méchant n'est pas toujours une bonne idée. En tout cas, ça mérite analyse et réflexion sur les conséquences. Au fond, la question que pose Gérard Haro, c'est l'armée israélienne dit le monde est plus sûr après la mort de Nasrallah. Il n'y a pas de doute sur le profil terroriste, sanguinaire d'Hassan Nasrallah. Est-ce que pour autant le monde est plus sûr après l'élimination d'Hassan Nasrallah? Il ne faut pas le réduire à un terroriste sanguinaire, on peut le juger comme ça, mais c'est également quelqu'un qui a un charisme extraordinaire. Vous avez par exemple certains de ses adeptes dans les quartiers pauvres de Beyrouth, de Beyrouth Sud, n'ont pas voulu croire qu'il était mort. Et dans une logique de religiosité chiite, ils ont cru qu'il était simplement occulté, qu'il était d'une certaine manière comme le Messie, le Mahdi, comme on dit en arabe, qui allait revenir pour remplir le monde de liberté et de justice. Et ça, c'est quelque chose qui a une force. Alors, ce que veut dire Gérard Haro, je suppose, si je puis interpréter sa pensée, c'est que, de même que la police préfère toujours que la criminalité soit organisée et que si on détruit les réseaux, par exemple, dans les quartiers où on vend de la drogue, si la police détruit tout le monde, du coup, d'autres arrivent et ça fait une violence incontrôlée. Alors, je ne sais pas, bien sûr, c'est un élément important, mais cette déstabilisation était déjà là. Et c'est si noir, d'une certaine manière. C'est Hamas qui, avec le 7 octobre, a déstabilisé le système. Et, à mon sens, a créé une dynamique qui a fait que le Hezbollah
l'Iran a été obligé de suivre. Rappelez-vous, le 3 novembre, quand Nasrallah a pris la parole, donc 3 semaines après le 7 octobre 2023. Vos collègues, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'arabisants en France, vu l'état de délabrement des études arabes, autre sujet dans notre pays. Mais vous êtes arabisant. Voilà, donc on m'a demandé de traduire pour savoir s'il allait faire la Troisième Guerre mondiale. Comme il ne l'a pas annoncé, on m'a rendu ma liberté. Et ils étaient très embêtés, parce qu'ils ont dit, c'est pas nous. C'est pas nous qui avons fait le 7 octobre. Et ils ont délégué les Houthis pour faire le travail, pour tirer sur des bateaux qui allaient en principe en Israël. Résultat, ils ont perturbé le commerce chinois. Les Chinois, furieux, qui étaient l'un des principaux soutiens des Iraniens, les ont lâchés, etc. Ce qui fait que l'Iran, aujourd'hui, se trouve dans une position d'assez grand isolement. Et ce n'est pas la Russie qui peut beaucoup leur donner l'argent. Ils se sont occupés en Ukraine. Et ce sont même les Iraniens qui vendaient les missiles aux Russes pour tirer sur les Ukrainiens. Gilles Kepel, un mot sur la déstabilisation très grande du Hezbollah. On va voir apparaître à l'écran l'organigramme et tous ces responsables de la milice chiite libanaise qui ont été éliminés les uns après les autres par des frappes israéliennes, par l'opération des beepers. Voilà, on voit effectivement tous ceux-là qui ont été tués à quelques exceptions près, en l'espèce Ali Rida, sur la personne qui pourrait remplacer Hassan Nasrallah à la tête du Hezbollah. On sait que les mouvements sunnites islamistes, Al-Qaïda, l'État islamique, dès qu'un de leurs leaders est éliminé, il y a tout de suite quelqu'un d'autre qui émerge pour le remplacer. Là, on parle de plusieurs profils. Monsieur Safieddine, Naïm Kassem. Alors, qu'est-ce qui se joue dans le remplacement d'Hassan Nasrallah à la tête du Hezbollah? Safieddine, c'est un proche par les réseaux familiaux. Je le connais pas. Naïm Kassem, je l'ai déjà rencontré justement dans un de ces lieux, un peu comme au-dessous, ce qu'on voit. On m'avait pris dans une voiture. Heureusement, je connaissais la géographie. Vous avez rencontré Naïm Kassem, oui. Sous terre, dans ces endroits où on descendait tout d'un coup dans un parking au 7e sous-sol, parce qu'il avait écrit un livre sur le Hezbollah, et donc par des Et on le voit sur cette image, Naïm Kassem. Voilà, voilà. Et donc un personnage qui n'a pas beaucoup de présence physique, contrairement à... Et qui n'est pas quand même, qui n'a pas la dimension charismatique qu'avait Nasrallah, je pense. Mais bon, maintenant, ça fait un certain temps que je l'ai vu. Il a peut-être appris beaucoup de choses depuis. Je ne suis pas sûr que, justement, la machine soit capable de remettre en place un personnage qui avait une capacité d'entraînement pareille. Ça va aussi changer énormément de choses au Liban, puisque, bien sûr, on parle des bombardements sur le sud du Liban, sur Beyrouth, où les gens qui ont dû fuir leur domicile, ce nouvel exode, qui se réfugient en Syrie, ce qui est tout à fait étonnant, y compris des gens qui avaient fui la Syrie. En Syrie, par ailleurs, il y a un certain nombre de gens qui font la fête, parce que la fragilité du Hezbollah, ça veut dire que le régime de Bachar al-Assad, qui tient plus qu'avec des ficelles, tremble sur ses bases. Et puis au Liban aussi, comment est-ce que le Liban va se recomposer si l'Iran n'a plus la capacité de disposer de son mandataire sur place, qui était surpayé, surarmé, etc. Ça ouvre beaucoup de choses qui peuvent être, pour le meilleur, ce que les gens espéraient lors des printemps arabes. Malheureusement, on a vu que c'était devenu le pire, ou le pire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la diplomatie, certainement, peut-être pas au jour d'aujourd'hui, mais a un rôle. Le problème étant que dans le cas, si j'ose me citer, de bouleversement du monde que nous connaissons, comme vous l'avez remarqué, il n'y a plus personne à la Maison-Blanche. Oui, mais alors justement sur cette question de la diplomatie, Gilles Kepel, on a vu un certain nombre de forces occidentales, les États-Unis, la France, appeler à un cessez-le-feu. Dans le même moment, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a expliqué qu'il n'y en aurait pas et a assumé de continuer à pilonner le Hezbollah jusqu'à sa destruction. Benjamin Netanyahou est totalement, libre et désinhibé. Il n'écoute en aucun cas les appels au cessez-le-feu. Oui, puisque vous n'avez plus personne à la Maison-Blanche, réellement. Biden ne compte plus, il a jeté l'éponge. Et les deux candidats, au millimètre près, mesurent comment est-ce qu'ils vont être capables de ne pas aliéner telle ou telle part de l'électorat avec le système des primaires, dépendant des grands électeurs américains. Ça. Donc vous avez une espèce de vacuité dont profite Netanyahou, qui connaît bien l'Amérique, quasiment américain d'une certaine manière, qui lui a permis en fait de raconter des histoires à Biden en faisant semblant de négocier pour gagner du temps, et en même temps de considérer qu'il n'y aurait qu'une victoire militaire. C'est ce qu'il est en train, à ce jour, d'obtenir. C'est un succès militaire tactique très important. Ça n'est pas rien de liquider Hassan Nasrallah,
qui était l'un des hommes les plus protégés du monde. Et là, moi, ça me pose une vraie question. J'attends de savoir si les Israéliens ont fait ça tout seuls, C'est-à-dire? ou si il y a une partie de l'establishment iranien qui a lâché Nasrallah aussi. C'est-à-dire C'est que, une rumeur qui au court à des fond, routes aujourd'hui. vous considérez que l'élimination d'Hassan Nasrallah, qui, pour ceux qui nous regardent, était un leader reclus dans des bunkers, qui ne prenait la parole que par des vidéos en s'adressant Oui, à ses et puis fidèles, en différé. en différé absolument, vous considérez qu'il n'a pu être éliminé que grâce à une taupe iranienne qui aurait donné des informations? Pas forcément une taupe, grâce à je ne sais quoi, à des accords à un autre niveau, mais j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qu'il faisait dans la banlieue sud, à un endroit où les Israéliens avaient déjà éliminé tous les gens qui étaient autour. C'était après les obsèques d'un des responsables Voilà. du Donc Hezbollah. voilà, tout ça demande, en tout cas, pour l'instant, on n'a pas les éléments, mais en tout cas, il y a des choses qu'il faut vérifier pour ça. Mais Netanyahou, lui, considère qu'il lui faut cette victoire tactique, Ouais. parce que ça lui permet à la fois de faire quelque chose à l'intérieur de son propre pays. C'est lui le responsable du 7 octobre. C'est lui qui n'avait pas pris Sinois au sérieux après l'avoir libéré. Vous savez, Ce qui s'est passé là, ça efface le fiasco sécuritaire du 7 octobre? Bien sûr, dans l'esprit de Netanyahou, oui, c'est bon, j'ai foiré, si j'ose dire, le 7 octobre. Il y a eu tous ces morts, etc., cette situation épouvantable. Mais désormais, regardez, je suis le roi d'Israël, je suis le Josué d'aujourd'hui, celui qui a liquidé les Cananéens après la chute de Jéricho, etc. Et j'ai débarrassé Israël de tous ses ennemis. C'est un peu sa logique, c'est pour sauver sa peau politique également. Sur le plan... Alors qu'on s'apprête à commémorer les 1 an du 7 octobre, et cela joue sur le plan intérieur. Voilà, c'est un enjeu très important. Et en plus, j'attire votre attention sur le fait que c'est le moment aujourd'hui, en ce moment, des fêtes juives de Kippour, avec Rosh Hashanah, le nouvel an juif ou hébreu qui arrive mardi, je crois. Et dans l'imaginaire du Moyen-Orient, Kippour, c'est quelque chose qui n'a pas des connotations très positives, puisque 73, la guerre du Kippour, c'était le moment où Israël avait été surpris, même s'il avait ensuite rétabli l'affaire. Et là, maintenant, on voit que Netanyahou veut apparaître comme l'homme qui est le vainqueur de Kippour, si vous voulez. Gilles Kepel, sur la question de la diplomatie, dans les minutes, dans les heures qui viennent, Jean-Noël Barrot, le nouveau ministre des Affaires étrangères, doit arriver sur place à Beyrouth, au Liban. Ce qui est assez singulier, c'est que la réaction de la diplomatie française, suite à ce qui s'est passé, a été de dire qu'il considérait qu'Israël ne devait plus frapper au Liban, ne devait plus frapper Beyrouth, alors que la réaction du président américain Joe Biden a été de considérer que l'assassinat de Nasrallah était, je cite, une mesure de justice. Quand on sait la façon dont le Hezbollah, ces dernières années, s'en est pris aux intérêts français, il y a du sang français qui a coulé. L'attentat du Drakkar, 58 parachutistes, les attentats dans les années 90 où le Hezbollah était lié d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous êtes interpellé par cette réaction de la diplomatie française suite à l'élimination d'Hassan Nasrallah? Alors, la France a maintenu des rapports avec le Hezbollah comme parti politique représenté au Parlement, comme force politique, de même que la France a une ambassade qui est ouverte en Iran, si vous voulez, contrairement aux États-Unis. Et par ailleurs, le Liban représente pour la France un enjeu de présence historique. Le Liban est dans sa configuration, est une création du mandat français sur ce pays. Donc il y a une sensibilité particulière française qui s'efforce de ménager les susceptibilité libanaises les unes par rapport aux autres et d'œuvrer, si vous voulez, à la viabilité de l'État libanais et éviter d'y perdre toute présence et tout lien. Et en ce sens, c'est une vision qui est assez différente de celle des États-Unis. Oui, mais au risque de ne pas utiliser les mots, on sait aussi que... forme de débat sur le fait qu'Emmanuel Macron, le président de la République, avait fait une vidéo à la suite de l'offensive et de l'explosion des beepers et des talkie-walkie, où il affichait son soutien au peuple libanais, sans citer le Hezbollah. Cette singularité française que vous évoquez là, est-ce que ça ne pousse pas à une erreur de diagnostic ? Alors, on peut voir ça comme ça. On peut aussi penser que c'est une occasion pour la France d'apparaître comme un facteur du coup d'après, c'est-à-dire de la réconciliation intra-libanaise. Parce que pour l'instant, Netanyahou est dans la guerre tactique
mais il va falloir ensuite qu'il y ait une stratégie, il va bien falloir qu'il y ait une réconciliation, surtout si le rôle iranien est moins présent. Il va falloir trouver quelque chose, il va falloir qu'Israël arrive à faire la paix avec ses voisins, et tout ça, ça va poser un énormément de questions. Il n'est pas sûr que même Churchill, si vous voulez, après la Seconde Guerre mondiale, s'est effacé. Il n'est pas sûr que l'avenir d'Israël dans la région passe par le maintien de Benjamin Netanyahou. Il va falloir trouver une reconstruction avec l'Arabie saoudite. Est-ce que l'Iran, qui évoluerait dans un sens, disons, moins hostile, peut se rapprocher des sunnites, etc. Vous voyez, aujourd'hui, on est vraiment dans la mise à plat de tout. Oui. Et l'élimination de Nasrallah, si je reprends un peu l'argument de Gérard Haro, si vous voulez, fait sauter quelque chose qui bloquait le processus. Et aujourd'hui, les cartes sont très largement rebattues. Et c'est ça qu'on va observer jour après jour, surtout avec l'anniversaire du 7 octobre. La semaine prochaine. Un dernier sujet avec vous, Gilles Kepel. Par ailleurs, la diplomatie française se dit opposée à une offensive terrestre. Et pourtant, dans le même temps, on voit des chars de Tsahal arriver en Haute-Galilée. Voilà, on les voit sur ces images, à la frontière entre Israël et le Liban. Est-ce que vous croyez à l'hypothèse d'une offensive terrestre dans les heures, dans les jours qui viennent, qui, au fond, aurait vocation à créer une sorte de zone tampon au nord d'Israël et au sud du Liban pour permettre aux 60 000 déplacés de revenir au nord d'Israël. Voilà, entre la frontière et le fleuve Litanie, d'une certaine manière. 30-40 km. Voilà, c'était la résolution 1701 de l'ONU qui voulait que cette zone soit démilitarisée. Le Hezbollah s'est assis dessus, y est allé. Alors, il y a deux options. Soit, effectivement, Netanyahou, pour faire revenir les 60 000 personnes et avoir, d'une certaine manière, leur soutien électoral, estime qu'il faut envoyer l'armée au Liban. Mais, ça c'est une option, mais en même temps, les souvenirs qu'a Israël de l'occupation du Liban sont des souvenirs particulièrement douloureux. Notamment 2006, la dernière invasion terrestre. Ils ont dû terminé par un bourbier. Voilà, un bourbier, et c'est très mauvais, alors non seulement pour leur image, mais même pour leur morale interne. Donc à ce stade, bien sûr, ils peuvent dire on arrive, parce qu'ils sont en position de force. Est-ce qu'ils ont besoin de traverser la frontière? Il y a un calcul de coût et d'opportunité là qui est en train de se jouer. Mais si vous voulez, ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure, c'est que on ne peut pas dans cette affaire voir simplement un élément et l'autre. Ils sont tous liés à autre chose. Que va-t-il se passer dans l'équilibre politique libanais? Est-ce que l'armée libanaise va avoir la capacité de revenir dans cette région? Où en est l'Iran? Est-ce qu'ils vont pousser dans un sens ou dans l'autre? Vous voyez, donc c'est quelque chose qu'il faut suivre en ce moment. Précisément, pardonnez-moi de me citer encore, c'est un bouleversement du monde parce qu'il n'y a plus. Regardez, à l'ONU, ce qui s'est passé à l'Assemblée générale, c'est une mascarade. Il n'y a rien n'est revenu. Le système mondial n'est plus capable de réguler les choses, et donc dans un contexte où c'est le vide sidéral aux États-Unis jusqu'au 20 janvier, que ce soit Trump ou que ce soit Mme Harris. Merci beaucoup, Gilles Kepel, d'avoir été l'invité de C'est pas tous les jours dimanche. Et je rappelle donc votre livre, Le bouleversement du monde, l'après 7 octobre, aux éditions Plomb. C'est passionnant et très instructif, en particulier dans la période. Merci beaucoup, Gilles Kepel, d'avoir été avec nous. Merci. Ce soir,